Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux d'être parmi vous et on va parler, devinez quoi, d'intelligence artificielle. Vous en avez tous entendu parler. C'est vrai que ces derniers temps, ça fait des progrès spectaculaires depuis un petit peu moins d'une dizaine d'années. Et il y a eu beaucoup d'articles, beaucoup de buzz finalement autour des effets induits de l'intelligence artificielle, en particulier sur l'emploi. Je ne vais pas aborder avec vous les délires fantasmatiques des transhumanistes, je laisse ça pour d'autres conférences, mais on va se poser la question ensemble de quel est l'impact de l'intelligence artificielle sur l'emploi. Et pour ça, eh bien, on va remonter un petit peu pour essayer de comprendre et d'apporter des éléments de réponse à cette question. Eh bien, on va retourner un petit peu en arrière, essayer de comprendre l'histoire de cette intelligence artificielle et surtout, qu'est-ce qui est arrivé ces dernières années pour qu'on en parle autant aujourd'hui. Donc, l'histoire remonte finalement dans les années 50. Alors, on pourrait remonter beaucoup plus loin finalement jusqu'au Paléolithique, mais on va commencer aux années 50 avec un article d'un monsieur dont vous avez entendu parler, qui s'appelle Alan Turing, et qui en 1950 dans la revue Mind publie un article qui va faire date, où il annonce finalement le projet de l'intelligence artificielle. Il débute son article par une question prophétique qui est « Est-ce qu'une machine peut penser ?» 6 années plus tard, une bande de joyeuderie organise au Dartmouth College aux États-Unis la première conférence, premier workshop pendant l'été 1956 sur l'intelligence artificielle, avec Claude Shannon, Marvin Minsky et bien d'autres, John McCarthy. Et c'est là, pour la première fois, qu'on utilise le terme intelligence artificielle. Donc 4 années plus tard, c'est la première finalement en volet lyrique de l'IA, avec les systèmes basés sur la logique. Mais je ne vais pas vous raconter toute l'histoire. Donc en fait, l'intelligence artificielle, à partir de ces années 50, ça va être une succession d'hivers et d'étés. Le premier été, c'est la création. Ensuite, pendant un certain nombre d'années, il ne se passe plus grand-chose. Et puis à la fin des années 70, à l'université de Stanford, des chercheurs créent les fameux systèmes experts. Et pendant toutes les années 80, on va avoir un second, été torride autour de l'intelligence artificielle qui va prendre fin, parce qu'on va s'apercevoir à la fin des années 80 que c'est extrêmement difficile à mettre au point, ces systèmes experts, et que les applications sont finalement relativement coûteuses à développer. Eh bien, on va retomber dans un nouvel hiver jusque au début des années 2010. Le climax, vous en avez tous entendu parler, c'est certainement l'ICEDOL qui se fait aplatir par AlphaGo, donc un programme développé par la filiale de Google DeepMind, et qui se fait littéralement décimer. L'année suivante, c'est confirmé avec d'autres champions du jeu de Go. Alors pourquoi c'est important? Parce que le jeu de Go, ça a une combinatoire extraordinaire. Le nombre de coups possibles est plus grand que le nombre de particules dans l'univers. Donc on ne peut pas juste essayer d'attaquer ce problème par brute force, c'est-à-dire avec des grosses machines. Il faut aborder ça d'une nouvelle manière. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière AlphaGo? Eh bien, la technologie des réseaux de neurones, elle n'est pas née en 2010. En fait, elle remonte en 1943, où McCulloch et Pitts inventent le premier neurone artificiel. Donc un neurone, vous savez ce que c'est une cellule, c'est la cellule universelle de l'intelligence, on ne la trouve pas seulement dans le cerveau humain, mais dans toutes les créatures sur Terre qui ont de l'intelligence. Ça a un noyau cellulaire, ça a des entrées, ça calcule une sortie et une sortie qu'on appelle l'axone. Donc qu'est-ce que font McCulloch et Pitts? Finalement, ils vont modéliser ce neurone sous la forme d'un automate relativement élémentaire. Donc ça se passe en 1943, donc on est à la pleine époque de la découverte de la puissance de la logique booléenne avec ces opérateurs et qui vont aboutir finalement aux premiers ordinateurs numériques. Là, l'intuition de McCulloch et Pitts, c'est qu'on va pouvoir créer un automate différent de ceux utilisés en logique booléenne, mais relativement simple. Et ils ont l'intuition qu'effectivement, on va retrouver certaines propriétés du cerveau. Donc, à quoi ressemble cet automate? Je vous rassure, ça ne va pas être très compliqué. C'est des entrées binaires à l'époque. Sur chacune de ces entrées, eh bien, on a un coefficient qui pondère finalement la valeur du 0 et 1. Par exemple, si on met 0,5 et qu'il y a un 1 à l'entrée, on aura 0,5 en sortie. Tout de suite derrière, on fait une somme. Donc vous voyez, des opérations extrêmement simples. Et derrière, une première opération non linéaire qui est un seuil. C'est-à-dire c'est cette somme est supérieure à ce seuil, le neurone artificiel va sortir un 1, sinon il va sortir 0. Donc vous voyez un automate très simple. Et il démontre finalement qu'avec cet automate, on a la même puissance théorique qu'avec la logique booléenne.
En 1956, 56, c'est bien ça, et 58, pendant 2 ans, Frank Rosenblatt développe au MIT le premier réseau de neurones artificiels qu'il va appeler du nom poétique de perceptrons. Pour cela, il s'inspire des réseaux de neurones dans le système optique de la mouche, donc avec des entrées, pas ou peu de couches internes et des sorties. Et en fait, le réseau calcule à partir des entrées les sorties. Et il a l'intuition, Frank Rosenblatt, que cette machine est universelle. Elle est aussi universelle, finalement, que la machine de Turing, c'est-à-dire l'ordinateur que l'on utilise tous les jours. Mais il a aussi l'intuition qu'on peut non seulement mettre sur cette machine n'importe quelle fonction calculable, mais qu'aussi elle est capable d'apprendre. Et donc ça, il va travailler beaucoup sur l'algorithme d'apprentissage, et on va rentrer finalement, on va s'apercevoir, Marvin Minsky va beaucoup critiquer d'ailleurs à cette époque-là ces travaux-là, pour se rendre compte que c'est excessivement difficile. Pourquoi? Parce que, eh bien, à faire apprendre à cette machine, eh bien, ça va se heurter, dès qu'on est en face d'une application complexe, à beaucoup de problèmes. Et il faudra attendre en fait 1985, le milieu des années 80, pour obtenir un algorithme qui enfin soit efficace pour ce type de machine. Alors il est découvert quasi simultanément par Yann Lequin en France, George Hinton au Canada. Le principe, encore une fois, il est très simple. Quand on présente une image à ce système, par exemple une image de chat, eh bien, si on ne lui a pas appris, derrière, en sortie, on a n'importe quoi. On a des valeurs numériques qui sont aléatoires. Mais on sait ce qu'on veut obtenir. On veut obtenir une image de chat. Donc on fait la différence finalement entre les sorties obtenues et la sortie désirée, et on obtient ce qu'on appelle à chaque fois une valeur numérique, c'est l'erreur. Et l'idée à cette époque-là, finalement, dans cet algorithme qui porte un nom barbare, rétropropagation du gradient de l'erreur, mais c'est relativement simple par principe, c'est cette erreur qu'on a calculée, on va la rétropropager, c'est-à-dire de la sortie vers l'entrée, en modifiant les coefficients à chaque fois pour minimiser cette erreur. Alors, le principe est relativement simple, mais son application pratique est très laborieuse. C'est un algorithme très capricieux. Dès qu'il peut, eh bien, il en profite pour diverger et aller faire autre chose. Donc c'est difficile, et pendant des années, on ne va arriver qu'à développer des applications relativement simples. Et ce n'est qu'au début des années 2010 que finalement, on va trouver les solutions qui permettent d'utiliser enfin d'une façon pratique les réseaux de neurones artificiels. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez sur cette figure, eh bien, avant les années 2012, eh bien, on a des résultats. En gros, ça, c'est le taux de reconnaissance. Vous voyez, grosso modo, avec un réseau de neurones artificiels, eh bien, on a un taux de reconnaissance de 50%. Donc, en gros, le réseau se trompe une fois sur 2. Donc, c'est embêtant pour développer des applications. C'est-à-dire qu'en pratique, on ne peut pas. Et vous voyez les petits points verts qui s'allument à partir de 2012. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, 2 découvertes empiriques. Premièrement, il vaut mieux utiliser énormément de données pour apprendre au réseau de neurones artificiels. Jusque-là, on se disait, on va choisir les données, on va les travailler, on va prendre le chat sous toutes ses formes, et puis on va essayer de travailler ces données pour qu'elles soient bien propres. Et on s'aperçoit que finalement, vaut mieux lui donner le chat dans tous ses états, et à ce moment-là, le réseau va être capable d'apprendre. Mais ça a un problème. Plus on met de données, comme cet algorithme est relativement capricieux, plus ça prend de temps. Et donc, finalement, il faut des semaines, finalement, un algorithme pour essayer de converger péniblement. Donc, c'est pas possible. Mais la deuxième découverte empirique, ça va être celle d'une manne de calcul dans les ordinateurs, peu coûteuse et présente pratiquement dans toutes les machines. La fameuse GPU, les cartes graphiques des ordinateurs. Merci aux gens du jeu vidéo. Sinon, on n'aurait pas autant de cartes graphiques performantes aujourd'hui. Eh bien, pourquoi? Parce que les cartes graphiques travaillent sur des images. Les images, ce sont des matrices de nombres réels. Et qu'est-ce que c'est que fait le calcul de l'algorithme d'apprentissage? C'est du calcul matriciel, des multiplications, des sommes, et puis aussi une petite fonction logistique, mais là je la laisse un peu sous silence, mais le gros des calculs, c'est monstrueusement du calcul matriciel. Et là, les cartes graphiques, en les modifiant un petit peu dans leur façon de les utiliser, vont accélérer très fortement l'algorithme d'apprentissage. À tel point qu'à partir de 2012, les expérimentations vont devenir envisageables. On passe de plusieurs semaines à quelques heures, quelques jours maximum. Et donc, les laboratoires peuvent s'acheter des cartes, parce que ce n'est pas non plus des supercalculateurs, c'est quelques centaines, voire quelques milliers d'euros pour les plus performantes. Et donc, la recherche va pouvoir progresser de nouveau. Et c'est ce qu'on s'aperçoit
à partir des années 2012, où il y a une multiplication des articles. On comprend en pratique comment utiliser cet algorithme de rétropropagation et les applications vont faire un bond de géant. Aujourd'hui, elles sont présentes dans tous les domaines, hein, à la fois en frontal avec la reconnaissance vocale, avec la reconnaissance de texte, le traitement du langage naturel, en robotique évidemment, en logistique, probablement qu'une des plus grandes révolutions, ça va être les véhicules autonomes, et puis également dans le domaine de la santé, dans le domaine de la finance, mais aussi ce qui touche toutes les entreprises dans le domaine du marketing et de la communication. Toutes les données qu'on a sur le marketing et la communication vont pouvoir être utilisées pour améliorer la relation client, pour faire de l'analyse prédictive également. Donc finalement, est-ce que l'IA va modifier profondément la donne en termes d'emploi? Eh bien oui, je le pense. Est-ce que ça va, comme certains le disent, détruire l'emploi? J'en suis beaucoup moins sûr. Il y en a qui disent que c'est un peu comme l'électricité. Donc c'est vrai que ça va avoir un impact et il faut y faire attention. Pourquoi ça devrait, dans mon sens, avoir un impact positif? Eh bien parce que ça ne remet pas finalement, malgré tout ce qu'on peut entendre, la présence de l'homme. D'un côté, avec l'intelligence artificielle, vous avez un système logique qui est capable de traiter des très grands volumes de données, de scorer les solutions qu'il trouve et de vous proposer la solution qui paraît la plus performante. Mais le réseau neurone, il est autiste dans son monde de données. Il n'a pas accès finalement à ce qui se passe autour. Nous, quand nous prenons des décisions, nous sommes capables de les prendre en prenant naturellement compte de l'environnement et de tout ce qui nous entoure, avec émotion, avec empathie. Donc on voit bien que ce sont deux intelligences complémentaires, hein, et elles ne s'opposent pas, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Et on a besoin évidemment de ces deux types d'intelligence dans l'avenir pour résoudre tous les problèmes importants, tous les défis qui sont pour nous. L'intelligence artificielle, c'est comme la force dans Star Wars. Il y a un côté lumineux et un côté obscur. Finalement, ça va être ce qu'on va en faire. Hein, la technologie elle-même est relativement neutre. Alors évidemment, il y a une grande place à l'éthique maintenant dans ce qui va se passer autour de l'intelligence artificielle. Le côté obscur, en tout cas pour les créateurs d'entreprises et les managers, c'est utiliser l'IA pour booster la productivité et en profiter pour se séparer du personnel. Hein, ça, c'est pour moi le côté obscur, le pire. Le côté lumineux, eh bien, c'est former ses collaborateurs à l'IA et c'est utiliser l'intelligence artificielle pour augmenter notre intelligence, pas pour la remplacer. Je vous remercie.